bienvenue dans 1%. C'est vendredi, donc c'est n'importe qui. Aujourd'hui c'est moi, je m'appelle Antoine, je suis personne, je suis comme vous, je suis un spectateur. Je suis passé devant No Life, il y avait de la lumière, je suis rentré. Donc on va débouler tout de suite avec les critiques de jeu, avec Disgaea 2 sur PSP. Derrière ce sera Compiler avec un sujet sur les sprites. Et on finira par les critiques animées avec la sortie de Skycrawler et d'Aquarion. Mais tout de suite, c'est les news. Lineage 2 est ce qu'on pourrait appeler une sorte de papy du MMORPG. Sorti en 2004, le jeu développé et édité par NCSoft commence à accuser le poids des ans. Il était donc temps pour ses créateurs de tenter, peut-être pour la dernière fois, de rallier à leur cause de nouveaux joueurs. NCSoft propose ainsi une offre d'essai gratuite de 14 jours, sans engagement aucun. Vous pourrez ainsi atteindre le niveau 40 avec un maximum de 3 personnages. À l'issue de ces 40 jours, votre progression sera conservée pour que vous puissiez continuer votre partie en cas d'achat. Resonance of Fate possède enfin une date de sortie précise pour l'Europe. Sega annonce ainsi que le jeu sera disponible à partir du 26 mars, que ce soit sur 360 ou PS3, soit avant la fin de l'année fiscale en cours. Évidemment, Sega n'est pas le seul éditeur à avoir eu cette idée, et le titre devra faire face à une forte concurrence. Sortiront en même temps Just Cause 2 et les rééditions de Pokémon Or et Argent, sans oublier Red Steel 2. La semaine précédente, ce sont BlazBlue et Command & Conquer 4 qui seront disponibles. Mais surtout début mars, nous attendons tous Final Fantasy XIII. Bref, c'est loin d'être gagné pour Sega et Tri-S. LucasArts et TT Games ont annoncé tout récemment le développement du 3e volet de la saga originelle, Lego Star Wars. Annoncé sur toutes les plateformes pour l'automne 2010, The Clone Wars est présenté comme le jeu le plus orienté action de la série et devrait voir son gameplay évoluer par rapport au prochain Lego Harry Potter. Les joueurs pourront ainsi s'affronter via de nouveaux modes de jeu et pourront même créer leur propre base personnalisée et autres champs de bataille. De nouveaux pouvoirs seront à leur disposition, comme la possibilité de diriger une escouade, de trancher dans le vif sabre laser style, et ainsi de suite. Lego Star Wars 3, The Clone Wars, est basé sur les 2 saisons de la série télé animée, dont il reprendra tous les personnages, sans oublier quelques guest stars de luxe. Nuja est un monde virtuel destiné aux enfants. Ce jeu en ligne communautaire permettra aux 7 ans et plus de discuter, d'interagir avec des personnages et de participer à des mini-jeux dansants. Il y avait 3 planètes pour 3 tribus et autant de styles de musique. C'était le bonheur. Et puis la galaxie tout entière a été assourdie par le Galactic Noise Tour, et c'est Larsenz, obligeant les tribus à fuir sur la planète Nuja pour continuer à jouer leur musique dans la paix et l'harmonie. Look, attitude, les petits joueurs pourront choisir tout en dansant et en s'entraidant pour faire évoluer la planète et en découvrir les secrets. Actuellement en bêta, ce jeu est développé par Kazago, le label Kids du studio parisien Yamago, spécialisé dans la création de jeux flash tels que le Match 3 Ikibago, dont nous avons déjà parlé à l'antenne. Ils ont également développé pas mal de titres basés sur des licences Disney Channel ou encore Cartoon Network. La force de leur nouveau et ambitieux projet, Nuja, se situe bien sûr au niveau de son identité visuelle forte et colorée, comme l'ensemble des productions Yamago. Le jeu sera accessible sans téléchargement, mais nécessitera un abonnement mensuel de 5 € par mois pour accéder à l'intégralité du contenu du jeu. Soit un prix équivalent à l'un de ses concurrents directs, le fameux Club Penguin racheté par Disney en 2007. Reste maintenant à séduire parents et enfants en mars 2010, date de lancement de ce titre 100% français. Voilà, c'était les news. On va enchaîner tout de suite sur la critique de jeu avec Disgaea 2. Donc là, c'est le portage PSP d'un jeu de tactique bien connu des fans. Moi, perso, c'est pas ma cam. En ce moment, je suis plus sur Bayonetta, que je conseille vraiment à tout le monde, surtout sur Xbox. Mais bon, après, chacun son choix. Sinon, Disgaea 2 sur PSP, c'est tout de suite.
Konichi Software est un développeur japonais célèbre dans le genre des tactical RPG, les jeux de stratégie tactique prenant place sur un damier. La plus célèbre saga de l'éditeur est la série des Disgaea, avec 2 volets sur PS2 et un 3e sur PS3. Disgaea premier du nom avait été porté sur PSP en 2006, une adaptation qui avait remporté tous les suffrages. C'est maintenant au tour de Disgaea 2 d'apparaître sur la console portable de Sony. Il y a 15 ans de cela en Enfer, et dans le monde de Veldim plus précisément, le suzerain Zenon a jeté un sort sur ses sujets. Toute la population humaine de Veldim a été transformée en démon. Un seul humain n'a pas été affecté, un jeune garçon nommé Adel. Aujourd'hui, Adel a grandi et s'est entraîné. Il désire retrouver Zenon pour qu'il annule son sortilège et que sa famille revienne à la normale. Le jeu commence alors que la mère d'Adel lance une puissante invocation censée amener Zenon. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu, et c'est une jeune fille qui est invoquée au village, Rosaline, la fille de Zenon, très contrariée. Adel, Rosaline et une poignée de compagnons vont alors entamer un voyage pour retrouver Zenon. Pas forcément pour les mêmes raisons. Contrairement à un RPG classique, un tactical RPG se joue sur un damier. Le joueur déplace ses personnages au tour par tour et le placement est très important. Il faut profiter des caractéristiques du terrain et des forces de ses personnages pour avoir le dessus. Les attaques pourront être portées au corps à corps ou à distance suivant les classes et les armes des personnages. Et bien sûr, des attaques spéciales diverses et variées seront disponibles, permettant par exemple de toucher plusieurs ennemis à la fois. Tout ça, c'est du classique pour les tactical RPG. Disgaea avait introduit dès son premier épisode le concept des géosymboles, que l'on retrouve ici. Le joueur pourra trouver des niveaux où certaines cases sont attribuées d'une couleur. Si un géosymbole se trouve sur une case de cette couleur, son effet sera étendu à toutes les cases de la même couleur. Les effets possibles vont du boost de caractéristiques aux interdictions de certaines commandes, et les designers du jeu n'hésitent pas à utiliser les géosymboles pour transformer des cartes de jeu en puzzle. Suivant la carte, il peut alors être vital d'envoyer son personnage le plus rapide au fond du niveau pour détruire ou déplacer le géosymbole qui pose problème. Il est possible dans Disgaea de soulever et de projeter des objets, ou bien des personnages. C'est la fameuse tour de personnage qui permet d'enchaîner les projections et de parcourir du terrain au plus vite. Si le joueur place plusieurs personnages alliés autour d'un ennemi, il sera courant qu'ils s'entraident en portant leurs attaques. Ce sont les attaques d'équipe. Si à côté de cela, plusieurs personnages alliés attaquent le même ennemi à la suite pendant un tour, ce sera une attaque combo, infligeant plus de dégâts. Même si le jeu est linéaire, tout un tas de choses sont possibles entre les missions. Tout d'abord, le joueur pourra entrer dans le monde des objets, un monde de niveaux multiples générés au hasard. Concrètement, il pourra entrer dans une épée ou dans un accessoire et descendre de plus en plus profond dans l'objet. La profondeur atteinte permettra d'en augmenter les caractéristiques, mais attention aux boss des objets. Des bonus, de nouvelles classes et de nouveaux mondes sont débloquables en allant déposer une requête à la Dark Assembly, une sorte d'assemblée nationale des démons. Bien sûr, comme on est en enfer, il faudra corrompre et menacer pour faire passer ses demandes. C'est de cette façon que l'on obtient l'accès à des niveaux supplémentaires après la fin du jeu, avec notamment le redoutable monde du carnage. Ambiance, musique, un scénario délirant aussi bien que parfois touchant. Pas de doute, on est bien dans un Disgaea. Il faut savoir que dans cette saga, c'est le premier épisode qui avait vraiment marqué les esprits. Disgaea 1 avait introduit les spécificités de la saga, aussi bien dans le scénario que dans le gameplay, et reste encore inégalé. Oui, ce deuxième épisode ne détrône pas le premier. Cependant, être en dessous du top, cela ne veut pas dire être mauvais, loin de là. Et ce Disgaea 2 a quand même un paquet d'atouts dans son sac. Son ambiance et ses persos ont leur charme, c'est indéniable, et le système de jeu reste solide et très complet. De nombreux personnages des autres jeux de l'éditeur sont récupérables dans les niveaux bonus ou via téléchargement.
Et l'éditeur a même implanté des systèmes de jeu venant de Disgaea 3 dans cette version PSP, comme le Magic Change. Les fans seront ravis de savoir que certaines combinaisons de classes sont débloquées par le jeu s'ils détectent les sauvegardes du premier épisode sur la console. On est donc en présence d'une suite très digne d'un des monuments de son genre, qui pourra apporter aux joueurs persévérants facilement une centaine d'heures de jeu, voire beaucoup plus. Donc c'était la critique de Disgaea 2. Maintenant on va enchaîner sur Compiler, un sujet bien spécifique sur les sprites aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui savent que les jeux vidéo n'ont pas commencé avec la PlayStation, ça va être un bon moment de nostalgie. Moi perso j'ai des grands souvenirs de Donjons et Dragons sur ma télé Intellivision et niveau sprite ça se posait un peu là. Compiler c'est tout de suite. Les sprites, première partie. Bonjour tout le monde, bonjour Compile. Bonjour Cyril. Ah mais tu as changé? Oui, je me suis fait pourrir sur le forum, alors j'ai décidé de ne plus porter de vêtements blancs. Bon alors Compile, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sprite? Stop Cyril, pas de marque. Ou alors, il faut en citer deux autres. Mais non, pas la boisson, le terme informatique. Ah oui, je sais ce que c'est, mais ce n'est plus très utilisé aujourd'hui. Sprite en anglais, ça veut dire lutin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne traduit pas en général. Je me souviens, c'était très utilisé dans les jeux en 2D. Oui, c'est la méthode la plus courante pour afficher des éléments mobiles dans un jeu vidéo en 2D. Le principe, c'est qu'on a tout d'abord une grande image qui prend plein de mémoire et qui servira de décor. Il n'y a pas d'éléments mobiles dans cette image. Comme ça? Oui, exactement. Ensuite, on a tout un tas de petits éléments graphiques. En général, ce sont des personnages, les vaisseaux, les projectiles. Bref, tout ce qui va bouger dans le jeu, c'est ce qu'on appelle les sprites. Ok, donc un sprite, c'est pas forcément un lutin, ça peut être aussi un rayon laser alors. Tu as raison. Ensuite, il y a deux façons pour afficher les sprites sur le décor. La première est la plus simple. On prend le sprite et on l'ajoute sur le décor, tout simplement. Dans ce cas-là, c'est comme si on dessinait directement sur le décor. Ah oui, du coup, je peux dessiner plein de sprites un peu partout. Dis-moi, c'est toujours un peu le même, là. Tu peux pas changer un peu? Oui, mais ça va me prendre plus de mémoire pour stocker de nouveaux types de sprites. Et oui, forcément. Un sprite, c'est une image. Et c'est donc de l'information. Plus tu as de sprites différents dans un jeu, et plus ça prend de mémoire. Ah, c'est pour ça que les ennemis dans les jeux vidéo étaient tout petits à l'époque. Oui, et c'est aussi pour ça que c'était toujours les mêmes. Oh, t'exagères, hein. Parfois il y a la couleur qui changeait. Bon, si j'ai bien compris, un sprite, ça bouge, ça gigote, ça lutine. Tout à fait. D'ailleurs, déplace le premier sprite sur la droite pour voir. Ok. Et voilà, j'en étais sûr, si on fait comme tu dis, ça laisse des traces sur le décor. Et oui, c'est le problème avec cette méthode. Il faut que tu gardes une copie du décor en mémoire, ou au moins de la portion sur laquelle tu as dessiné le sprite, pour pouvoir effacer les traces. Ah d'accord, je redessine le décor par-dessus l'ancien sprite, et après je redessine le nouveau. Ça marche, mais c'est un peu chiant, car je dois tout le temps reconstruire le décor derrière le passage des sprites. C'est pour ça que très rapidement, dans les machines spécialisées dans les jeux 2D, notamment les bornes d'arcade et les consoles, on s'est mis à utiliser une autre méthode. Ah bon, trop fort, comment ça marche? Eh bien ça, je te le dirai la semaine prochaine. Oh. Si tu es sage. Et si tu mets des oreilles de lapin. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. On va terminer avec les sorties animées. Cette semaine, c'est Skycrawler de Mamoru Oshii qu'on ne présente plus. Et un gros coup de cœur perso, c'est Aquarion. C'est la série de mecha qu'il y a eu ces dernières années. C'est furieux, ça part dans tous les sens. Bref, on va vous expliquer ça plus en détail dans la critique, mais vraiment allez-y. Voilà, 101%, c'est fini pour ce soir. Pour moi, il est temps de vous dire au revoir. On sera peut-être amené à se revoir, et peut-être beaucoup plus vite que vous ne le pensez.